Ravi d'être là virtuellement pour discuter à propos donc de frugal learning. Alors, c'est vrai que Sophie a indiqué que j'ai fait beaucoup de recherches sur le concept d'innovation frugale, c'est-à-dire la capacité de faire mieux avec moins. Mais aujourd'hui, je vais quand même appliquer ça au domaine de, je dirais, l'éducation et la formation. Et donc, c'est le sous-titre qui va être en fait le focus de ma présentation, c'est-à-dire comment on peut désapprendre et réapprendre pour rester innovant, qui va être en fait le pilier central de ma présentation. Alors, déjà, je pense que l'idée de désapprendre, on peut s'imaginer que c'est effectivement, c'est comment désapprendre des connaissances qui deviennent obsolètes et réapprendre. Mais là, aujourd'hui, en fait, je vais présenter de façon beaucoup plus un peu radicale, c'est-à-dire comment on peut désapprendre les anciens modèles d'apprentissage et adopter de nouveaux modèles. Et en fait, au vu de mes observations, je crois qu'effectivement, il y a une grande transition actuellement qui a commencé, à mon avis, avec peut-être l'Internet, mais s'est prononcé de plus en plus, je dirais, ces 10 dernières années. Il y a trois grandes transitions qui sont en cours. Donc, la première transition, c'est on est en train de basculer, donc c'est un bascule d'un mode d'apprentissage vertical, où effectivement il y a le formateur, il y a le prof qui est le sachant, et puis les étudiants effectivement qui reçoivent un peu passivement la connaissance de ce sachant. Donc c'est très pyramidal, c'est très vertical, c'est très top-down. Là, on s'oriente effectivement avec l'Internet qui effectivement aplatit un petit peu, si vous voulez, cette forme de transmission pyramidale à un modèle qui est beaucoup plus latéral, qu'on appelle donc le peer-to-peer learning, de pair à pair. Alors, cette idée de apprentissage, on appelle ça horizontal aussi, ça a été prouvé, c'est-à-dire dès la maternelle, par exemple, avec Céline Alvarez, vous connaissez très bien, qui effectivement a fait cette expérimentation dans une classe maternelle à Gennevilliers, où effectivement elle a mélangé des élèves de différents âges. Et il était clair, par exemple, que les aînés, dans un environnement de confiance qui régnait là-bas, étaient vraiment aptes à aider effectivement d'autres élèves qui étaient en difficulté. Donc, quelque part, c'est comme si on était câblés, si vous voulez, pour partager les connaissances et s'entraider dans le monde de l'enseignement. Et ça commence très tôt. Et c'est aussi le problème, c'est-à-dire que très tôt, on verra beaucoup dans cette présentation, c'est que ce soit le partage, la créativité, plein de qualités finalement qui vont devenir qualités et compétences, qui vont devenir cruciales au XXIe siècle. En fait, les enfants, ils les ont de façon naturelle. C'est juste que dès 8 ans, il semblerait que ces qualités-là sont occultées, étouffées d'abord par l'éducation et ensuite par le monde du travail. Donc, cette idée de transmission latérale, on peut même pousser plus loin et dire et si l'école même se pouvait s'auto-organiser. Ça fait un peu radical, mais il y a des exemples très parlants ici. Surtout avec les nouvelles technologies, c'est possible de le faire. Alors là, c'est un exemple, je vous explique un peu en détail comment ça se passe. Vous avez aujourd'hui des ordinateurs qui s'appellent Raspberry Pi, qui coûtent 35 $. Et c'est un ordinateur qui est la taille d'une carte de crédit, mais qui peut contenir 1 gigabyte de mémoire. Et qu'est-ce que vous faites effectivement, c'est que vous installez ça dans une tablette low cost qui a été inventée en Inde, en bas à gauche, qui s'appelle Akash, qui coûte 15 $. Et puis, vous allez télécharger dedans les contenus éducatifs, par exemple Wikipédia, ou dans le monde de sciences mathématiques, tout ça, ça s'appelle Khan Academy, vous entendez parler, c'est des tutoriaux mis en ligne sur YouTube. Le problème, c'est qu'il y a 5 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir télécharger ce contenu-là sur ce processeur qui va dans ce tablette. Et puis, à droite, vous voyez, par exemple, c'est une école à Bombay, en Inde, où effectivement, cette tablette, il y a une des tablettes qui devient en fait un serveur local avec un Wi-Fi, un réseau Wi-Fi local. Et puis les autres étudiants, en fait, ils ont leur propre tablette qu'ils utilisent pour accéder au contenu éducatif qui est dans ce serveur local.
Et ce qui est fascinant, c'est que quand on offre ce kit, qui coûte, disons, $200, hein, c'est carrément une école en boîte, ces élèves-là, en fait, ces jeunes sont capables de mettre en place ce système eux-mêmes, sans avoir une équipe technique, hein, un support technique pour les aider. Et en 2 heures, ils ont tout mis en place et ils commencent à apprendre. Et entre eux aussi, donc de façon collaborative. Donc, il est donc possible voilà, de promouvoir cette forme d'apprentissage latéral, parce qu'encore une fois, comme j'explique, je crois qu'on est câblé pour ça, et les nouvelles technologies vont pouvoir permettre de faire ça de façon beaucoup plus frugale. Alors, effectivement, pour faciliter cette forme de transmission, j'aime pas le terme transmission, de partage plutôt latéral, il faut aussi un peu, je dirais, challenger et recadrer un peu des perspectives. En particulier, pendant longtemps, on a dit que knowledge était power, la connaissance et le pouvoir. Je crois que le nouveau dicton au XXIe siècle, c'est partager ses connaissances va être une source de pouvoir. Ah, la question, c'est comment on va incentiver, comment on crée des incentives dans les entreprises pour justement encourager les employés à partager les connaissances, parce qu'effectivement, on s'agrippe à la connaissance comme source de pouvoir. Alors, effectivement, il faut des KPI, il faut mettre des processus en place. C'est le cas de SAP, un géant informatique, où mon ami Feroz, qui est le Senior Vice President de globalisation, il a 1500 employés qui l'encadrent. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il s'assure, primo, que chaque employé a au moins 10 jours de formation par an, mais à condition que cet employé s'engage à former les autres employés pendant 5 jours. Donc, c'est vraiment cette idée de dire, ben, je reçois, mais je donne aussi. En anglais, on appelle ça pay it forward, hein. C'est une façon de dire que je reçois une connaissance, je suis reconnaissant, et donc je ne garde pas pour moi. Effectivement, I pay it forward, je fais avancer la connaissance quelque part, hein, en le partageant. Et donc, je crois que quand on parle du mot apprendre, il y a apprendre, et c'est un peu le danger de, si j'ai bien compris l'employabilité, c'est on parle beaucoup de cette idée qu'il faut apprendre de façon continue, hein, tout au long de la vie, c'est bien, mais le danger, c'est que dans un monde capitaliste, on peut aussi apprendre à prendre, c'est-à-dire de façon consumériste. On va consommer les connaissances. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est de plus en plus facile d'aller sur Google et sur Internet, hein. On consomme l'information aujourd'hui. Donc, on est en train de prendre l'information et consommer de façon consumériste. Mais je crois qu'il faut un équilibre. Il faut effectivement prendre, mais aussi il faut rendre. Et ce n'est pas innocent que j'ai utilisé donc, le yin-yang avec les deux principes, hein, donc masculine et féminine, parce que je crois que souvent, le principe masculin, ça a tendance à prendre, et le principe féminin, c'est plutôt à donner, à partager, quoi, à faire épanouir les autres. Il faut donc effectivement cet juste équilibre entre apprendre et à rendre. Alors, cette idée de rendre, on peut rendre les connaissances aux autres employés au sein de l'entreprise, mais on peut aussi élargir ça et dire finalement, on peut aussi rendre les connaissances comme un service, rendre un service à la communauté locale ou à la société au sens large. C'est le cas de Barclays Digital Eagles, qui est un programme de, c'est même pas RSE, hein, c'est totalement volontariste. C'est en fait une initiative qui permet aux employés de Barclays, hein, c'est une banque en fait en Angleterre. Les employés en fait passent du temps le week-end avec soit des personnes âgées dans le domicile ou alors des professionnels âgés, par exemple des infirmières dans les hôpitaux, pour justement les familiariser avec l'informatique, parce qu'effectivement les connaissances numériques, c'est quand même un grand atout aujourd'hui. Et donc, ils passent du temps effectivement à partager leurs propres connaissances informatiques avec ces seniors. Ce n'est pas des formateurs professionnels, hein, ces jeunes-là, mais ils le font de façon volontariste parce qu'ils pensent que c'est quelque chose d'important de pouvoir apporter, augmenter ce qu'on appelle le digital literacy, c'est-à-dire la connaissance numérique au sein de la société. Ensuite, on peut aussi parler de partage intergénérationnel, parce qu'aujourd'hui, on a un truc unique dans le monde du travail parce qu'on a 4 générations qui se côtoient, vous savez, dans une même entreprise, on n'a jamais vu ça avant. Mais il y a une tension, on le sait très bien, c'est que les perspectives et les valeurs ne sont pas partagées entre les générations. Donc, il faut aussi voir comment on fait pour qu'il y ait un échange
égal à égal, hein, quelque part, entre générations. Et là, il y a un nouveau livre qui va sortir en septembre cette année, qui s'appelle Wisdom at Work, la sagesse au travail. Et le sous-titre, c'est la formation d'un sage moderne. Et c'est écrit par Chip Conley. Alors, Chip Conley, c'était le fondateur d'une école, pardon, d'une chaîne d'hôtels, boutique, comme on appelle, qui ensuite est devenu un des grands exécutifs de Airbnb, hein, donc vous connaissez bien Airbnb, où en fait, lui, il avait 52 ans quand il est devenu donc un des hauts responsables, alors que la moyenne d'âge à Airbnb était, je crois, 27 ans. Donc, c'était vraiment le très vieux quoi, qui était là. Et c'est vrai qu'il était intimidé par ses collègues, hein, ses jeunes collègues, qui étaient capables de travailler très, très vite, de façon très agile. Et donc, mais en même temps, au départ, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle culture agile, mais il a aussi compris qu'il avait des choses à apporter, parce qu'avec l'âge, comme il dit, on développe la sagesse. Donc, la sagesse avec des qualités comme l'humilité, la capacité d'écoute, la capacité d'introspection, de réflexion. Et donc, il a compris que finalement, il était aussi capable de rendre quelque chose à ces jeunes-là, et en même temps apprendre d'eux. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de reverse mentoring, mais il faut savoir que le mentoring classique est aussi important aujourd'hui parce que dans un monde qui change perpétuellement, et on en parlera beaucoup de ça, c'est aussi le sujet de mon prochain livre, c'est que le danger, c'est qu'en fait, on devient de plus en plus intelligent, mais on manque de sagesse. Et c'est là, je crois, qu'il peut y avoir cette judicieuse échange entre générations, donc les baby boomers et les générations X, ma génération, on peut apporter une forme de sagesse aux jeunes, mais aussi on peut apprendre d'eux non seulement des compétences numériques sur le plan technologie, mais aussi une nouvelle façon de penser et d'agir dans un monde qui s'accélère. Donc, la grande question, effectivement, donc je parlais donc ce premier pilier hein, de ce nouveau modèle d'apprentissage, c'est cette idée d'apprentissage latéral, mais ça soulève aussi une grande question, c'est-à-dire quels vont être les nouveaux rôles des enseignants et formateurs de l'avenir. On ne sait pas encore. C'est quelque chose qu'il faut qu'on collectivement étudie. Moi, je pense par exemple que les enseignants et formateurs peuvent devenir peut-être comme des facilitateurs hein, de communautés ou des bâtisseurs de réseaux d'apprentissage et non pas uniquement se positionner comme un expert, si vous voulez. Donc, c'est clairement une grande question qu'on doit effectivement étudier et apporter une réponse cohérente. Le deuxième pilier, je dirais, de ce nouveau modèle d'apprentissage, c'est aussi cette bascule d'un apprentissage entièrement théorique, où on apprend d'abord la théorie et ensuite on met en pratique. Et le nouveau modèle que je vois venir, c'est beaucoup plus expérientiel. On appelle ça l'apprentissage expérientiel ou learn by doing, hein, de façon beaucoup plus empirique. Donc, les connaissances s'acquièrent de façon empirique et non pas de façon théorique. Alors, ça, c'est important parce que de plus en plus, vous savez très bien, c'est que au XXIe siècle, avec les robots, l'intelligence artificielle, la créativité, la capacité d'apporter des idées originales, de résoudre des problèmes de façon originale va être de plus en plus important. Le problème, c'est que la créativité, comme j'ai expliqué tout au départ, quand on regarde par exemple ce test de créativité qui est développé par la NASA, selon eux, les enfants de 5 ans, 98% d'eux, 98% des enfants de 5 ans sont des génies en fait. C'est-à-dire qu'ils sont capables de résoudre des problèmes qui typiquement ils offrent vous savez, aux futurs cosmonautes. Et les enfants sont capables de penser hors de boîte, comme on appelle, hein, de façon latérale, penser latérale, et résoudre des problèmes de façon originale. Et donc ça, ils ont dès l'enfance. Et vous voyez que dès 10 ans, ça périclite. Il n'y a que 30% des jeunes gamins de 10 ans qui ont cette capacité créative. Et à 15 ans, ça se perd encore plus. Et puis, nous, les adultes, il n'y a que 2% qui ont cette capacité. C'est pour ça qu'on s'émerveille devant soi-disant des génies. Quoi. Ils sont des génies, voilà, effectivement. Mais en fait, on a tous ce génie. Et on parlera de ça plus tard. Donc, la question, c'est comment, en fait, on cultive, on maintient ce génie créatif qui est naturel en nous.
Pour ça, je crois qu'effectivement, il faut comprendre que ça commence avec, l'éducation très tôt. C'est-à-dire, par exemple, vous savez très bien, il y a les approches de Montessori, mais aussi l'approche pédagogique qui s'appelle Reggio Emilia. Donc ça, c'est le Dash, le fils de ma voisine, qui fréquente donc une école primaire ici à Palo Alto, où effectivement les mathématiques ne s'apprennent pas dans une classe, vous voyez, de façon théorique, mais justement avec des objets de façon ludique pour justement apprendre les bases d'une discipline comme la mathématique de façon expérientielle. C'est comme ça que les enfants apprennent. Donc, on le sait très bien, ça a été prouvé. Malheureusement, on ne le pratique pas dans l'éducation. Mais bien sûr, à l'âge adulte aussi, c'est dire effectivement, aujourd'hui, il est possible, par exemple, d'apprendre la chimie de façon théorique. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais théorisé par mon prof de chimie parce que bon, on s'entendait pas bien, mais aussi parce qu'effectivement, c'était très juste deux microscopes partagés entre 30 élèves. Imaginez, je m'emmerdais, quoi. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'un microscope bas de gamme coûte 2000 dollars, okay, à peu près 1500 euros, disons. Mais aujourd'hui, il y a Manu Prakash, ici à Stanford, qui a développé en fait un microscope qui ressemble à du papier origami, hein, que vous pouvez donc, c'est comme un kit que vous pouvez assembler vous-même, et ça coûte uniquement 1 dollar. Et avec ce kit, vous pouvez donc faire des grossissements de 2000 fois. Alors au départ, ça a été développé pour dépister des maladies tropicales, tuberculose ou malaria. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vendre 1 million d'unités à travers le monde pour justement permettre les jeunes d'apprendre, même les adultes d'ailleurs, hein, d'apprendre, par exemple, la chimie de façon empirique et potentiellement faire aussi des découvertes scientifiques. Donc potentiellement, ça devient aussi, comme on disait, une forme d'innovation frugale ou ce qu'on appelle la science frugale, parce qu'il est possible maintenant de non seulement apprendre, mais aussi à faire des découvertes scientifiques potentiellement. Donc, il est possible que le prochain pasteur va utiliser plutôt un microscope Foldscope comme ça, au lieu de travailler dans un grand labo. Et ils offrent aussi des kits pour une classe entière aussi, donc ils coûtent uniquement voilà, 30 dollars. Donc maintenant, si on amène ça à l'âge adulte, dans le monde professionnel, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, je ne veux pas faire la différence entre l'apprentissage, formation initiale et formation continue, parce que je crois que ces deux mondes vont aussi converger. Mais si on applique cette idée d'apprentissage expérientiel dans le monde de travail, il faut, je crois, de la même façon que les gamins apprennent dans des terrains de jeu, il faut créer un terrain de jeu pour les adultes, comme j'appelle. Et c'est possible de le faire avec ce qu'on appelle des Fab Labs, hein, qui sont des ateliers de travail équipés des imprimantes 3D et d'autres outils industriels, mais aussi où il y a une communauté d'experts qui permet effectivement de vous aider à acquérir des connaissances que vous n'avez pas. Et ça, c'est l'exemple de Ford, un constructeur automobile que vous connaissez bien, qui, à côté de leur siège social aux États-Unis, à Détroit, a mis en place, a converti un hangar en Fab Lab pour justement permettre à leurs employés, les ingénieurs particulièrement, de se former à de nouvelles technologies, mais aussi apporter des idées qu'ils peuvent avoir et les concrétiser rapidement. C'est ce qu'on appelle le prototypage rapide, hein, ou le Lean Startup, comme on appelle. C'est une nouvelle méthodologie qui consiste à dire, bon, on ne va pas prendre 6 mois, 1 an à aller d'une idée à un projet. On va accélérer ce processus-là avec des imprimantes 3D qui permet effectivement de rapidement convertir l'idée à quelque chose qui soit en 33 dimensionnel. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ce n'était pas juste pour les former, mais littéralement, c'est pour permettre aux ingénieurs qui ont peut-être des idées un peu disruptives de d'abord créer un prototype, tester ça, et ensuite revenir chez eux dans le laboratoire classique, hein, dans le centre de recherche classique, pour ensuite mettre ça à plus grande échelle. Et ce faisant, en juste 2 ans après avoir mis en place cette solution, le nombre de brevets dans l'entreprise a augmenté de plus de 100%, sans pour autant investir davantage
en recherche-développement. Donc, c'est pour ça que c'est très frugal, vous voyez. Et puis, vous voyez aussi que c'est une communauté qui est là. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'effectivement, les employés, comme je dis, c'est latéral aussi. Et surtout, ils sont soutenus. Ils sentent finalement qu'ils sont soutenus par les autres dans cette salle-là et non pas jugés et critiqués, qui est souvent le cas dans un contexte professionnel. Parce que c'est le jugement qui tue l'apprentissage et la créativité. Et puis en France, vous connaissez bien l'entreprise Air Liquide, qui a aussi un Fab Lab similaire, qui s'appelle le e-Lab, qui, je crois, est toujours à côté de Bastille, à Paris. Et comme le titre, comme j'explique, c'est qu'en fait, l'expérientiel rime aussi avec expérimentation. Donc, le e-Lab a été mis en place pour justement permettre aux employés d'Air Liquide de pouvoir explorer de nouveaux marchés en se centrant sur les usages. Pas les usages d'aujourd'hui, mais les usages dans 5-10 ans, dans différents domaines, que ce soit en santé ou dans le développement urbain. L'idée, comme le sous-titre indique en bas, c'est Try quickly, fail early, succeed big, c'est-à-dire faire des expérimentations rapides. Si ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave, j'apprends justement des échecs. C'est aussi un problème en France, c'est qu'on a peur des échecs, mais justement, si on échoue plutôt avec un moindre coût, on apprend beaucoup plus rapidement et on peut retester ça. Je crois qu'effectivement, il faut créer ces terrains de jeu au sein des entreprises. Ça peut être au sein littéralement physiquement d'entreprises, mais moi, je ne recommande pas ça. Je crois qu'il vaut mieux créer ces terrains de jeu aussi loin que possible du siège pour justement éviter une forme de jugement hein, quand souvent a lieu si on met ça au sein de l'entreprise. Mais quel que soit le lieu, l'idée, c'est vraiment de créer un environnement qui soit sain, où les gens se sentent en confiance. Et effectivement, il y a cette communauté qui est là pour les aider effectivement à acquérir de nouvelles connaissances et donne la confiance, voilà, chercher le mot, quoi. Donne aussi la confiance pour dire si j'échoue, c'est pas grave, parce que chaque échec, c'est une source d'apprentissage. Alors, là, je vais donner un exemple un peu plus radical, qui est de dire, ben, qu'est-ce qui se passerait si on conjugue, on intègre donc l'apprentissage latéral, expérientiel, mais on ajoute une troisième dimension qui est l'apprentissage culturel, parce que vous savez très bien que c'est que dans les années à venir, la France particulièrement, l'économie, enfin les entreprises françaises vont se mondialiser de plus en plus. Bon, ça va être un choc pour vous, mais il faut savoir que cette année, l'Inde va dépasser la France comme la 6e grande puissance économique au monde en 2018. Donc, il est clair qu'avec la montée des pays émergents, il faut aussi que la France s'ouvre au monde extérieur, et en particulier qu'on essaie de promouvoir cet apprentissage, ce qu'on appelle cross-cultural, c'est-à-dire entre cultures, hein, interculturelles, pour qu'effectivement, nous, les Français, on apprenne aussi des perspectives et des expériences et des connaissances d'autres cultures et vice-versa. Alors, pour ce faire, je suis très honoré de faire partie d'un projet franco-indien qui s'appelle le STEAM School. Alors, le STEAM, c'est un acronyme pour sciences, technologies, ingénierie, arts et métiers, qui consiste effectivement en fait, c'est un projet qui est soutenu, entre autres, par un Fab Lab en Inde et le Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei en France et l'ambassade de France en Inde. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, pendant 10 jours, ils amènent en Inde 100 étudiants. Il y a 50 étudiants et aussi des entrepreneurs et des jeunes cadres français et les homologues en Inde, où ils se réunissent donc dans ce Fab Lab, y compris les étudiants de EM Lyon. Et le premier jour, on les introduit en fait aux objectifs de développement durable. Vous avez entendu parler des Nations Unies, hein, qui se portent sur que ce soit l'accès à l'eau, l'énergie propre, l'éducation de qualité, la santé, etc. Et donc, on les introduit à ces problématiques, grandes problématiques du monde. Et ensuite, ils vont passer 3 jours à vraiment apprendre, par exemple, comment utiliser une imprimante 3D, comment souder des composants électroniques ou comment travailler avec le bois, tout ça de façon
groupe, en équipe, et aussi avec, de façon interculturelle, donc des équipes qui mélangent des Indiens et des Français. Ensuite, ils vont aller sur le terrain pour voir effectivement quels sont les vrais besoins des, des usagers hein, dans le terrain. Et en s'appuyant effectivement sur les connaissances du terrain, leur compréhension de la problématique et ces nouvelles connaissances qu'ils ont acquises de façon empirique, ils vont ensuite prototyper des solutions et ensuite ils les présentent le 10e jour devant un jury. Et ça, c'est par exemple quelques-unes des 17 solutions qu'ils ont développées, que ce soit une toilette portable pour les femmes dans les pays émergents, que ce soit un bracelet en bas à droite pour les personnes aveugles, hein, pour détecter des mouvements autour, ou d'autres solutions pour le recyclage en bas à gauche, etc. Donc, je crois que pour moi, franchement, c'est la première fois que j'ai participé à un projet comme ça parce que, vous voyez, en 10 jours, on fait une forme d'apprentissage accéléré qui en fait touche à ces 3 dimensions, comme j'expliquais. C'est vraiment le latéral, c'est l'expérientiel et l'interculturel. Et puis effectivement, quand j'ai discuté aux jeunes Français qui étaient là-bas, il était clair qu'ils étaient complètement transformés. Et c'est le mot-clé, que je reviendrai plus tard, hein. Il faut que l'apprentissage transforme l'individu de l'intérieur. Si ça uniquement apporte une nouvelle connaissance, pour moi, ce n'est pas un vrai apprentissage. Donc, j'ai même écrit un article justement en expliquant comment on doit promouvoir cette forme. Oh là, excusez-moi. Effectivement, on parle de technologie, mais là, je crois que ça a bugué un peu. Attendez. Voilà, c'est revenu. Effectivement, si on veut faire la communication interculturelle, il faut aussi que la technologie marche bien, donc on va revenir. Attendez, hop. Alors, ça va, vous arrivez à voir? OK, bon. Donc, j'ai même écrit un tribune là-dessus pour dire qu'effectivement, ça peut être, ce modèle peut être un modèle pour la formation de l'avenir, hein, de façon interculturelle entre pays comme l'Inde et la France. Mais la grande question que cette forme d'apprentissage expérientiel pose, c'est justement qu'est-ce qui sort le premier? C'est l'œuf ou la poule? Parce qu'effectivement, pendant longtemps, surtout en France, on aime bien la méthode, vous savez, la théorie. Et la question maintenant, c'est est-ce que la pratique commence à devancer la théorie? Auquel cas, l'expérientiel devient plus important. C'est par exemple aller sur le terrain pour étudier non pas des bonnes pratiques, mais les prochaines pratiques, comme on dit en anglais, hein, next practices, et non pas les best practices. Best practices, c'est conduire une voiture en regardant dans les rétroviseurs, vous voyez, c'est des choses qui ont déjà été faites. La théorie, pour moi, c'est le connu. Mais dans la pratique, on va découvrir l'inconnu. C'est là qu'on va innover. Et je vois déjà ça dans mon propre domaine comme penseur, parce qu'effectivement, quand on regardait les grandes théories, les grands modèles ou les grandes pratiques qui sont connues aujourd'hui, par exemple, on parle d'innovation de rupture qui se pratique, mais ça a été théorisé par Clayton Christensen en 1995 avec un article dans Harvard Business Review. Ensuite, il y a eu en 2003 le livre par Henry Chesbrough, L'innovation ouverte, qui aujourd'hui tout le monde le connaît, mais on le connaît parce qu'il a écrit un livre en 2003 et ça a été promu de façon massive ensuite. Bon, moi, j'étais très reconnaissant d'avoir été un des pionniers de ce concept d'innovation frugale. À partir de 2010, j'ai commencé à écrire, y compris un livre. Mais la réalité, c'est que même si moi, je suis connu comme le théoricien de l'innovation frugale, je n'ai pas inventé la roue parce qu'en fait, ce concept date de plus avant. C'est-à-dire que c'est Carlos Ghosn, par exemple, qui en 2006 a conçu le terme ingénierie frugale. Il n'a pas juste conçu le terme, mais bien avant, vous savez, en 1995, Renault a lancé Logan, qui est vraiment l'incarnation de ce concept de frugalité. Et donc, c'est ça que je vois venir, c'est que plus en plus, la pratique va devancer la théorie. Et c'est même marrant pour moi de voir aujourd'hui, dans le monde académique, comment des collègues académiques commencent maintenant à développer des théories en essayant de dire que finalement, la théorie doit devancer la pratique, mais la réalité, c'est que la pratique va beaucoup plus vite.
que le monde de la théorie. Donc, c'est pour ça que je crois que l'expérientiel va être de plus en plus important pour justement apprendre des nouvelles méthodes, de nouvelles approches de façon empirique en allant sur le terrain pour comprendre ce que les autres entreprises font, les entreprises pionnières. Le troisième volet de ce nouveau modèle, je crois, c'est un modèle qui favorise, j'appelle ça une forme d'apprentissage intégral, en contraste avec le modèle actuel que j'appelle un modèle fragmentaire. Alors ça, c'est un pilier très important. Donc, je passais un petit peu de temps pour vraiment aller plus en détail, pour vraiment élucider qu'est-ce que je veux dire par intégral. Alors, commençons déjà par fragmentaire, qui est le modèle actuel. Qu'est-ce que je veux dire par un apprentissage fragmentaire? C'est-à-dire qu'on oublie le fait qu'un individu, on n'engage pas l'individu quand on forme quelqu'un dans son entièreté. Alors, c'est quoi l'entièreté? Ben, quand on regarde traditionnellement, pendant des siècles, on pensait que l'individu était composé effectivement de 4 éléments. Il y avait effectivement l'esprit, le mind, mais il y a aussi le cœur et puis il y a le corps. Et puis, au centre de nous, il y a ce qu'on appelle l'âme, qui est vraiment notre essence. Et c'était ça l'entièreté. C'était cette vision intégrale de la personne humaine. Malheureusement, il y a plus de 500 ans, 5 siècles, il y a un monsieur qui s'appelle René Descartes qui est venu et qui a dit « Je pense donc je suis ». Et depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a établi, on a coupé l'esprit du reste et on a établi la suprématie de l'esprit sur tout le reste. Et je crois que ça conduit à une erreur monumentale aujourd'hui où on a une approche, je dirais, très réductrice de la formation, parce qu'on voit la formation finalement comme gaver des oies, vous voyez, c'est-à-dire que finalement on voit que les individus, c'est en fait un cerveau sur 2 pattes, et on appelle même l'expression une tête bien faite. Hein. Donc on a tendance effectivement à bourrer le crâne littéralement avec des connaissances, parce qu'on pense qu'effectivement c'est l'esprit qu'il faut enrichir et qu'il faut développer, le mind. Mais le problème, c'est que l'esprit, le mind, même si aujourd'hui on est obsédé par le mind, développer le mind, l'esprit, un apprentissage qui est centré sur l'esprit, à mon avis, a 3 défauts majeurs. Le premier, c'est qu'il est réducteur. Parce qu'en fait, l'esprit cartésien, comme on appelle, on n'arrive jamais à compréhender un phénomène dans son intégralité, parce que l'esprit, le mind, est comparé à une épée. Ça dissecte les choses pour mieux comprendre les parties. Donc, on n'a jamais une compréhension totale dans sa globalité des choses. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent la fable, que vous avez entendu parler, des 6 aveugles, qui étaient d'écrire un éléphant. Vous voyez, ils touchent différentes parties du corps d'éléphant et chacun va penser, croire qu'en fait, ça y est, ils ont tout compris, c'est ça l'éléphant. La queue de l'éléphant ou voilà, le pied de l'éléphant, ils vont réduire tout l'éléphant à une partie de l'éléphant. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui si on utilise uniquement le mind pour comprendre la réalité. Deuxième défaut majeur, je dirais, aux limitations plutôt de l'esprit, c'est qu'en fait, si on centre trop sur l'esprit, on va développer effectivement ce qu'on appelle le quotient intellectuel, hein, mais ça devient une forme d'intelligence. C'est très unidimensionnel. Vous voyez, on sait aujourd'hui qu'on est doté de plusieurs intelligences, et malheureusement, si l'apprentissage est uniquement focusé sur donc, le développement de l'esprit, le mind, on va effectivement perdre d'autres façons d'apprendre, ce qu'on appelle l'intelligence kinesthétique, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on peut apprendre des choses de façon, je dirais, intellectuelle, mais il y a d'autres qualités humaines, que ce soit l'empathie ou l'humilité, on ne peut pas les étudier ou encore les cultiver en les étudiant à travers un microscope ou un télescope. Vous voyez. Mais malheureusement, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, qu'uniquement avec ces outils-là, on va comprendre tout le monde entier. Oui, on va comprendre le monde extérieur, mais on ne va jamais comprendre le monde intérieur. Vous voyez. Donc ça, c'est un deuxième défaut. Troisième défaut, c'est que l'apprentissage, encore une fois, le mind, comme il est orienté vers l'extérieur, il favorise la compréhension, enfin, fragmentaire déjà, du monde extérieur, mais définitivement, il ne favorise pas l'introspection.
qui va devenir, à mon avis, on parlait de sagesse, hein, donc l'attribut, la qualité clé de la sagesse, c'est l'introspection. Et vous savez très bien que les Grecs disaient toujours, connais-toi toi-même. C'était la forme suprême de connaissance. C'est la connaissance de soi-même, comme c'était inscrit dans le fronton du temple de Delphes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage qui est centré là-dessus. Et donc, de ce fait, on a une compréhension de soi, une identité de soi-même qui est ce que j'appelle fragmentaire. Et donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour justement réunifier tout ça, réintégrer tout ça. Pour ça, je crois qu'on a besoin d'une éducation, une formation que j'appelle intégrale, qui d'abord engage l'individu, perçoit l'individu dans son entièreté, et ensuite l'aide à réussir avec tout son être, en intégrant et en justement l'esprit, le cœur, le corps, et surtout l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que ça, c'est une citation de Muriel Spark dans un livre qui s'appelle The Prime of Miss John Brody. Jean Brody, c'est une prof dans ce livre. C'est un livre que je recommande, qui est vraiment excellent, où elle définit l'éducation en disant que le mot éducation vient de la racine E de ex, qui veut dire sortie, et duco, qui veut dire je mène. Donc, l'éducation consiste à faire ressortir ce qui est déjà là dans l'âme de l'élève. Donc, ça veut dire que l'éducation, ce n'est pas considérer que quelqu'un a un cerveau qui est vide, qu'il faut le remplir, mais plutôt reconnaître que la personne a déjà quelque chose d'unique en soi-même et il faut aider à faire ressortir justement ce génie dont on a parlé. Et si on fait ressortir ce génie-là, je crois, comme une fleur, il va avoir une éclosion et comme un spirale qui se déroule, la personne va effectivement s'épanouir et va pouvoir avoir une interaction avec l'entreprise déjà, et ensuite la société, où il y a vraiment cette relation réciproque, hein, qui est recevoir et offrir les connaissances. Et donc, comment on va effectivement aider les gens à se développer, à s'épanouir? Pour ça, j'ai un framework que je vais introduire ici. C'est le fait que je crois que l'éducation et l'apprentissage, la formation, si vous voulez, doivent vraiment libérer les énergies de l'individu. On parle aujourd'hui beaucoup de l'entreprise libérée, mais moi je crois qu'avant l'entreprise libérée, il faut qu'il y ait l'individu libéré. Et qu'est-ce que je veux dire par libérer? C'est libérer les énergies de l'individu. Bon, ça fait cliché, hein, libérer l'énergie, mais pourquoi? Parce que quand on parle d'énergie, bon, on comprend intuitivement, mais en Inde, on a toute une science, une vraie science de yoga qui consiste justement à la libération des énergies. Effectivement, quand on parle d'énergie, en Inde, on parle des chakras, qui sont des centres d'énergie qui sont situés donc sur le corps subtil de l'individu. Il y en a 7 de chacun possède 7 centres d'énergie. Il y a 3 énergies qui en fait gèrent en fait nos instincts primaires quelque part, parce qu'il faut oublier que en termes d'évolution, on vient quand même d'animal, donc on préserve encore ces instincts animaux qui consistent effectivement la survie, plaisir sexuel, procréation, mais aussi plaisir d'avoir plus, et puis le pouvoir, parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas d'avoir plus, vous voulez tout avoir, vous voulez tout contrôler, vous voyez. Donc ça, c'est le pouvoir, c'est le ego. Et le problème, c'est que tant qu'on est animé par ces énergies, si on peut appeler ça basses, on va vivre, on va avoir un mode d'existence qu'on appelle avoir, c'est-à-dire que notre identité, notre estime de soi est basée sur nos acquisitions. Qu'est-ce qu'on a? Alors justement, y compris la connaissance, c'est avoir des connaissances, être un expert. Donc on va tout acquérir tout le temps des connaissances. Et de ce fait, on va être très auto-centré et on va toujours avoir le sentiment de rareté. Il y a quelque chose qui manque en nous, qu'on va essayer de combler ce vide en allant chercher des choses à l'extérieur. C'est uniquement en activant les chakras supérieurs qu'on va libérer d'autres énergies qui sont beaucoup plus, je dirais, constructives, comme par exemple la compassion, qui est la passion d'assouvir, d'alléger la souffrance des autres. Ensuite, il y a l'authenticité. Chacun d'entre nous est né avec une chanson unique qu'on est destiné à composer et à chanter, mais la majorité d'entre nous, on va mourir sans jamais le découvrir. Donc ça, c'est la voie unique, hein. C'est là qu'on trouve son destin à soi. Et puis, il y a la sagesse
la capacité d'intégrer des contradictions et de voir les choses dans sa globalité et non pas de façon fragmentaire. Et puis la vraie unité hein, avec le cosmos et l'univers. Et effectivement, quand on est animé par ces énergies, on peut appeler supérieures, là, on va commencer à basculer dans un monde d'existence d'être, où on se libère effectivement de cette identification avec ce qu'on a, et on devient beaucoup plus centré sur soi-même, hein, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est à la fois centré à l'intérieur, donc avec son âme, mais en même temps, on est autre-centré parce qu'on va apporter des qualités, des compétences, des connaissances qu'on a et les utiliser pour le bien commun. Donc, on va être autre-centré. Donc, la question maintenant, c'est comment on va faire cette transition. On parle de CV en France de transition énergétique, mais la vraie transition énergétique, c'est ça. C'est vraiment aller de ces énergies qui finalement ne sont pas conductrices pour l'épanouissement personnel à des énergies qui effectivement vont pouvoir réaliser le plein potentiel. Alors, c'est assez intéressant parce que j'utilise ça comme les chakras comme modèle. Et regardez, c'est intéressant parce que quand j'ai vu ça sur Wikipédia hier, la définition d'employabilité, selon l'Organisation mondiale du travail, c'est l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et s'adapter aux changements tout au long de la vie professionnelle. En d'autres termes, eux, ils voient l'employabilité en forme d'avoir, c'est avoir un emploi. C'est avoir un emploi, effectivement, pour justement répondre aux besoins de base hein, de tout le monde, que ce soit avoir un travail, il faut avoir un salaire. C'est presque une forme de survie, en fait. Mais moi, je trouvais que la définition du ministère de Français chargé de l'emploi est beaucoup plus intéressante parce que pour eux, l'employabilité, c'est la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser de manière durable par l'emploi le potentiel qu'on a en soi. Donc là, ce n'est pas avoir un emploi, c'est comment infuser, apporter son être dans l'emploi. Et vraiment explorer son être et le faire épanouir dans l'emploi. Donc je crois qu'effectivement, cette définition même, c'est important parce que ça paraît vraiment des mots, mais c'est important, c'est-à-dire que les mots montrent aussi quelle est la perspective des gens, voyez, qui utilisent ces mots. Et donc, effectivement, je crois que déjà, quand on définit l'employabilité, je crois que c'est important qu'on commence avec cette définition-là, qui est beaucoup plus centrée sur l'être et non pas l'avoir. Alors maintenant, je vais donner des exemples concrets pour comment on peut cultiver justement, parce qu'on parle d'apprentissage, d'employabilité, c'est justement comment on peut développer ces qualités importantes du XXIe siècle. Tout d'abord, compassion. Aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'il y a des institutions qui sont mises en place pour aider justement les jeunes, par exemple, à cultiver l'empathie, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est une organisation qui est basée en Inde, mais qui fait partie de l'UNESCO, qui s'appelle le Mahatma Gandhi Institut pour l'éducation, pour la paix et le développement durable. Et en fait, c'est une institution qui vise à utiliser la technologie, les nouvelles technologies, pour aider les jeunes étudiants et de l'école primaire à l'université, et même dans la formation continue, hein, pour justement voir comment on peut utiliser cette technologie pour cultiver l'empathie. Par exemple, là, ils sont en train de faire une campagne là-dessus. Justement, c'est utilisant par exemple la réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut se mettre dans la peau des autres? Par exemple, aller voir comment une personne pauvre va vivre dans un bidonville au Brésil ou en Inde, pour justement se mettre dans la peau de quelqu'un. C'est comme ça qu'on cultive aussi l'empathie. Mais en même temps, c'est aussi créer des situations où on voit comment, ça c'est le projet de kindness, c'est-à-dire bienveillance ou générosité. C'est pour vraiment aller étudier comment d'autres personnes ont fait preuve de générosité pour justement inspirer les gens. Parce que je crois que la compassion, le cœur, hein, on peut l'ouvrir non seulement quand on voit des gens souffrir, mais aussi quand on voit, quand on est inspiré par les actes nobles d'autrui. Donc, avec cette immersion possible maintenant, la réalité virtuelle, ça va être aussi des outils à étudier pour justement comment cultiver la compassion. Mais dans le monde corporate, on peut aussi faire ça de façon assez intéressante. Par exemple, ça, c'est l'exemple de Dialogue in the Dark. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en fait, c'est une institution qui aide des entreprises
à faire des ateliers, en fait, des workshops, des dialogues, comme ils appellent, mais dans le noir. Parce qu'en fait, ils les font venir dans une salle qui est complètement noire, sans lumière, et le workshop est facilité par des personnes aveugles. Et donc, Allianz, par exemple, qui est une grosse boîte d'assurance allemande, a carrément dans le centre de formation euh, 2 salles dédiées à ça. Et donc, tous les hauts potentiels de l'Alliance doivent passer par ça, par cette formation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez dans cette salle, souvent les hauts potentiels, vous savez, ils sont très fiers, presque arrogants. Donc, ils vont dedans en disant, ça y est, je suis un futur leader, je vais pouvoir gérer mes coéquipiers, tout ça. Eh bien, tout ce que vous savez comment faire dans la lumière, quoi, rien de tout ça marche dans le pénombre. Donc déjà, ça crée l'humilité. On se sent vulnérable. Et donc, dans cette vulnérabilité, il y a une ouverture. Et ensuite, ils se rendent compte que finalement, ces personnes aveugles qui, dans la lumière, on les voit comme ayant un défaut, ils voient que finalement, dans le sombre, dans le pénombre, en fait, ils ont des qualités, des compétences uniques et même qui surpassent nos compétences à nous, qu'on appelle des gens normaux, en fait. Et donc, ça crée non seulement l'empathie, mais surtout du respect, vous voyez, pour ces personnes handicapées-là. Et ça me conduit à un projet très intéressant. Je crois aussi ça en parle d'employabilité. C'est comment, en fait, créer des opportunités professionnelles pour les personnes handicapées. Ben, ce n'est pas possible tant qu'aujourd'hui, on voit une personne handicapée comme quelqu'un qui a un défaut, vous voyez, des abilities. Ça veut dire que finalement, il y a la personne normale qui est la norme, et puis elle est anormale, quoi. En fait, ils ont moins de capacités que les autres. Mais qu'est-ce qui se passerait si on arrive à recadrer ça en disant que finalement, les handicapés ont des capacités surnormales? Ben justement, il y a des projets en cours actuellement. Vous pouvez googler ça et vous envoyer des informations aussi à très haut niveau avec l'Organisation mondiale du travail, etc. C'est pour recadrer ce concept de disabilities, handicap, comme étant un cool ability. Pourquoi, par exemple, les personnes autistes, il s'avère qu'ils ont une capacité de concentration qui est 10 fois, enfin, entre 5 et 10 fois plus grande que nous, les personnes soi-disant normales. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment de dire que ces personnes handicapées ont peut-être un défaut dans un domaine, mais ils ont plein d'autres qualités, plein d'autres compétences qui sont non seulement au même niveau que nous, mais bien supérieures. Okay? Et donc, ça permet effectivement de changer de regard, okay? Concernant les personnes handicapées. Ensuite, il y a l'authenticité. C'est vraiment découvrir qui on est, le vrai potentiel. Et c'est là qu'on trouve effectivement, comme j'ai expliqué, hein, on découvre sa voix, VOIX, mais aussi sa voix, VOIE. Et là, je crois que cet exemple de Fujitsu, qui est un géant informatique, ils ont mis en place un nouveau centre, il y a 3 ans maintenant, ici à Silicon Valley, qui s'appelle le Open Innovation Gateway. Moi, je l'appelle ça un centre de décoinçage et de recentrage. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils font venir les hauts potentiels, souvent des Japonais, mais aussi des Européens des fois, ou des Américains, des jeunes de moins de 30 ans, qui viennent effectivement en disant, ça y est, je sais mon potentiel, je sais ma voix, j'ai rien à apprendre. Vous voyez, un peu d'arrogance. Et puis finalement, ben, ils utilisent des approches vraiment de ce qu'on appelle des inquiry, de réflexion, pour justement les aider un peu à se déconstruire, hein, pour aller vraiment explorer l'essence de qui ils sont, en les aidant à s'ouvrir quelque part. Et ce faisant, effectivement, ces jeunes hauts potentiels découvrent aussi le vrai potentiel. Et à la fin de ce programme de 7 à 10 jours, ils sont complètement transformés parce que, au lieu de penser qu'ils vont juste être des bons exécutants de l'entreprise, ils découvrent effectivement qu'il y a quelque chose d'authentique qui peuvent contribuer à l'entreprise. C'est un programme en 3 ans, ils ont transformé plus de 1500
haut potentiel, hein, qui est énorme. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'équipe qui anime ces ateliers de transformation est très frugale. Ils ne sont que 4, y compris mon ami Mohamed, qui est un expert dans learning, apprentissage. Et vous voyez, donc effectivement, rien qu'avec une équipe de 4 personnes, ils sont capables effectivement d'avoir un très grand impact en termes de transformation individuelle, hein, à grande échelle dans une entreprise quand même très traditionnelle, hein, japonaise comme Fujitsu. Ensuite, il y a les 2 derniers chakras, c'est la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est la capacité de dépasser les dualités, les contradictions, les paradoxes et commencer à les intégrer. C'est pouvoir chercher, vous voyez, l'unité et non pas diviser les choses, comme j'expliquais au départ, hein, c'est d'aller d'une perspective fragmentaire à une perspective qui est intégrale. Alors, il y a des nouvelles approches qui sont développées, à commencer avec l'école, qui est fascinant. Vous avez entendu parler, par exemple, qu'en Finlande, ils ont en fait aboli les sujets individuels, comme l'économie, l'histoire, mathématiques, pour favoriser la transversalité avec ce qu'ils appellent l'apprentissage par phénomène, qui consiste effectivement à aider les étudiants, les jeunes, à prendre un sujet, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, qui vont étudier de façon transversale. C'est-à-dire que le même phénomène, Deuxième Guerre mondiale, ils vont l'étudier sous l'angle de l'histoire, géographie, voire économie, mathématiques, politique, mais aussi des différents points de vue. Le point de vue des gagnants et des perdants, qui est important, parce que l'histoire est toujours écrite par les gagnants. Donc, c'est vraiment avoir une vision, une compréhension holistique des phénomènes. Et ce faisant, à travers les phénomènes, ils vont aussi apprendre des sujets comme j'expliquais, hein, mathématiques, histoire, économie, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir cette forme d'apprentissage qui est beaucoup plus transversale, parce qu'aujourd'hui, c'est très siloté, vous voyez. L'apprentissage est très siloté. On a différentes formations, mais de plus en plus siloté, de plus en plus spécialisé. Voilà. On va dans la spécialisation, ultra spécialisation, qui va encore, comme j'expliquais, va fragmenter effectivement l'apprentissage. Il faut donc trouver une façon de les réintégrer. Et puis, il y a l'idée d'unité. Et là, je crois que l'unité, c'est vraiment avoir un sentiment d'être une, avec, comme j'expliquais, la nature et peut-être le cosmos. Alors, le cosmos, ça peut être spirituel, mais parlons de nature, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de faire des programmes de durabilité, parce que si on voit que la nature, elle est là quelque part, dans la forêt, et moi, je suis ici à Paris, on n'a rien à voir l'une ou deux, on ne va pas vraiment résoudre les problèmes de réchauffement climatique. Donc, je crois qu'il faut trouver une nouvelle façon de former les gens où effectivement, on essaie de créer ce sentiment d'unité avec la nature. Ça peut paraître un peu très écolo des années 70, mais aujourd'hui, ça se pratique par les entreprises de façon très impressionnante, comme c'est le cas d'Interface, qui est un géant mondial de revêtement de sol. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est qu'ils amènent le centre de formation est dans la forêt. Okay? En fait, ils amènent donc les employés dans la forêt pour voir comment la forêt fonctionne. Parce que vous avez entendu parler, il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, dans la forêt, il y a 2 qualités qui dominent. On parle de la loi de la jungle, hein, mais en réalité, c'est pas les 2 lois de la jungle, c'est pas la compétition, c'est plutôt la générosité et la coopération. Parce qu'en fait, les arbres sont généreux, ils partagent beaucoup de choses avec d'autres arbres, avec d'autres organismes naturels dans l'écosystème, et aussi ils coopèrent beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de s'inspirer, on appelle ça la biomimicrie, vraiment s'inspirer de la nature pour déjà commencer à construire, par exemple, des usines de demain, et on appelle ça usines comme forêt, qui apportent plus de valeur positive à la communauté, et non pas comme aujourd'hui, vous voyez, qui sont en train de polluer, vous voyez, depuis la révolution industrielle, hein, les usines ont pollué beaucoup et contribué au réchauffement climatique. Et c'est construire de nouvelles générations d'usines qui peuvent apporter jusqu'à 20 ce qu'on appelle services d'écosystème, que ce soit l'eau potable, l'énergie propre. Donc, elle devient une usine virtueuse, vous voyez.
Et donc, ensuite, ça peut aussi à dire comment on s'inspire de la nature pour mettre en place une nouvelle structure organisationnelle comme l'holacratie. Vous voyez, on parle de tout ça, mais quand on va étudier la nature, on voit que finalement, la nature pratique l'entreprise libérée, l'holacratie à une plus grande échelle, de façon beaucoup plus sophistiquée qu'on le fait actuellement. Donc, je crois que ça, c'est une autre façon d'apprendre, justement, dans le monde biologique, parce que dans le XXIe siècle, on parle maintenant de la bioéconomie, c'est-à-dire que de plus en plus, ton économie, jusqu'au XXe siècle, était fondée sur des principes du monde physique. Mais au XXe siècle, ce sera la biologie qui va nous apprendre beaucoup de choses. Donc, je dirais que pour conclure, les modèles d'apprentissage d'enseignement du XXIe siècle, ce que je vois, c'est qu'en fait, ils vont se reposer sur trois piliers, qui est donc l'apprentissage latéral, l'expérientiel et l'intégral. Et pour résumer tout ça sous forme graphique, je dirais qu'il faut vraiment, on a beaucoup parlé de l'employabilité, pendant 2 jours, on a parlé de ça, ou très familier de ça, mais je crois qu'il faut donner du sens à l'employabilité. Parce qu'aujourd'hui, la définition d'employabilité, c'est de dire, ah, le monde est en train de changer, et donc il faut qu'on soit toujours, si vous voulez, up-to-date. Hein. Il faut donc continuellement reformer, désapprendre, réapprendre, comme j'expliquais. C'est sympa tout ça, mais le problème, c'est que si on est vraiment, on voit l'individu uniquement comme étant un cerveau sur 2 pieds, on va en fait se retrouver comme un hamster, vous voyez, dans ce rouage, cette roue, continuellement en train d'apprendre des choses, qui est très sympa si on veut uniquement bâtir une économie de connaissances. Mais si on s'intéresse vraiment à la transformation de l'individu, je crois qu'en fait, déjà, il faut changer de regard et engager donc l'individu, hein, la personne qu'on veut former, dans son entièreté, et l'idée à trouver sa voie, donc sa noble cause, afin effectivement qu'on puisse faire 2 choses, c'est non seulement contribuer à l'épanouissement de l'individu, mais aussi construire une économie des sagesses, comme j'appelle, qui éventuellement aussi aboutira à ce que j'appelle une société consciente, qui est aussi donc le titre de mon prochain livre. Donc voilà, je pense qu'effectivement, l'employabilité, je suis pour, mais je crois qu'il y a le smart employability, une façon intelligente de faire ça, et puis il y a une façon sage. Je suis convaincu que vous allez adopter la deuxième voie. Voilà. Merci infiniment pour votre attention et j'espère qu'on a un peu de temps. Merci. Bonjour, je ne sais pas si je dois me présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Priscilla, j'ai monté mon entreprise de conseil en affaires publiques, mais accessoirement, j'enseigne aussi en école de commerce. Alors déjà, merci et félicitations. Je découvre un certain nombre de choses qui me bluffent complètement. Je pense que c'est pour ça que tout le monde est un peu en mode non, on n'a pas de questions, on ne parle pas à ce grand monsieur. Donc je me permets de poser quand même une question. Je voulais savoir si vous aviez des recommandations pratiques à mettre en place dans les salles de classe, dans des institutions qui sont quand même très rigides, cadrées et structurées comme peut l'être l'éducation nationale avec toutes ses grandes qualités par ailleurs. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, je pense qu'effectivement, la transformation ne sera pas facile, mais en plus, on sait qu'effectivement, avec Céline Navaez, elle a essayé et puis il y a eu des soucis. Je pense que le plus important, c'est de trouver des sponsors, des champions, effectivement, au sein de l'institution, parce que ce genre de projet, même dans l'entreprise, hein, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut y avoir quelqu'un qui soit passionné, engagé et qui partage en fait cette vision de ce nouveau modèle d'apprentissage, qui puisse effectivement vous protéger, parce qu'en fait, si vous allez être effectivement la personne qui va expérimenter ce projet, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous soutient, qui vous protège contre les critiques, etc. Et puis, deuxièmement, je dirais qu'il y a aussi, on a toujours cette expression, je vais traduire c'est du franglais, mais en fait, il faut bien gérer les attentes. Vous voyez, il ne faut pas en fait promettre la lune. Donc, il faut vraiment mettre la barre un peu basse au départ en termes d'attente, quitte effectivement à surpasser ça en termes de résultats. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de buzz, beaucoup de publicité autour d'un projet pilote. Il y a beaucoup d'attentes. Et même si ça marche, mais ça offre pas le résultat escompté parce qu'en fait, la barre est
en termes d'attente est tellement haute, ça va décevoir les gens. Donc, pour éviter cette déception, je crois que c'est important de bien communiquer qu'en fait, déjà, c'est un projet pilote, il n'y a pas de garantie que ça va marcher, mais on va tester. Et là aussi, je crois que c'est l'autre problème, c'est que beaucoup des projets pilotes, en fait, il n'y a pas des projets pilotes, il y a un projet pilote. Donc, on fait un truc et on met tous les espoirs dessus. Vous voyez? Mais je crois que le nouveau modèle, vu le monde dans lequel on s'aventure, au contraire, il faut qu'il y ait en fait 10, 15 différents projets, vous voyez, dans différents contextes, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vont réussir. Et ça, je dirais, c'est le dernier élément important, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, soi-disant, un projet pilote, mais plutôt c'est ce qu'ils font ici au Silicon Valley, vous voyez, il faut investir dans différents mini-projets, voir qu'est-ce qui marche. Si quelque chose ne marche pas, arrêtez tout de suite, ça c'est important. En France, on a du mal à stopper des projets. Il faut arrêter tout de suite, réallouer des ressources vers des projets qui sont beaucoup plus prometteurs. Donc, c'est une approche plus dynamique, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est ça le problème en France, c'est que c'est fascinant pour moi, c'est qu'on applique la même rigueur procédurale, même pour la gestion des innovations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça étouffe les innovations. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance tout à fait différente pour ces projets donc, pilotes d'expérimentation, même s'il faut une personne, comme j'expliquais, dans ces institutions, qui fait un peu le lien, la passerelle entre ce monde d'innovation qui est très dynamique, avec haut risque, et puis l'autre monde qui aime la stabilité. Donc, il faut que cette personne soit bilingue et qu'elle ait une forme de crédibilité auprès des… c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une personne assez senior, qui a un peu d'expérience, qui finalement est bien vue dans la maison mère, dans l'institution mère, même si ils ont un esprit peut-être jeune. Et donc, dans l'entreprise, l'exemple que j'ai cité, justement, souvent, ce sont des projets qui sont supervisés, du moins, par un membre du COMEX dans l'entreprise ou peut-être un haut fonctionnaire qui partage votre vision, mais qui en même temps sait parler la langue vous voyez, des bureaucrates pour faire justement cette traduction. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'ai une question. Alors, vous êtes donc à Palo Alto, qui est quand même l'épicentre de la tech mondiale. Est-ce que vous avez l'impression que l'apprentissage va vers ce que vous indiquez, vers ces 3 piliers, et en particulier, est-ce que c'est vers des expériences plus intégrales, ou alors c'est appliquer de la technologie partout tout le temps, être plus performant, et cette petite image du cerveau, parce que c'est quand même le solutionnisme technologique, a priori. Bien sûr. Non, merci pour cette question. C'est effectivement pour ça que je suis un peu comme le prophète qui prêche dans le désert, hein, ici à Palo Alto, parce que je vais à contre-courant, en fait, à contre-pied de modèle dominant, ce qu'on appelle. Ce n'est pas le modèle dominant, j'ai utilisé il y a un terme en anglais, on appelle ça la logique dominante, la perspective dominante. Ici, c'est un absolutisme, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans le monde, on va les résoudre, mais uniquement avec la technologie. C'est-à-dire que sans technologie, rien ne peut se résoudre. Et je crois qu'en particulier, je ne crois pas que c'est uniquement la Silicon Valley, parce que moi, je suis entré dans le monde tech il y a 25 ans. Quand je suis arrivé ici à 20 ans, ma génération X et avant nous, Baby Boomers, qui étaient dans le monde techno, pour nous, la techno, c'était un outil. C'est jamais une finalité. Mais les études sociodémographiques montrent que la génération Y, malheureusement, a une forme de… c'est messianique. Ils voient la technologie comme une religion, en fait. Et eux, c'est les hauts prêtres. Vous voyez. Donc, ils vont dans cette idée de conversion, d'évangélisation. C'est vraiment… il y a cette connotation religieuse. Hein. Et c'est ça qui est le problème. Donc, on est dans l'absolutisme, c'est-à-dire que la techno va tout changer. Alors, effectivement, je pense que la techno peut être un excellent outil pour faciliter ces 3 qualités de l'apprentissage, hein, que ce soit latéral, absolument, parce que avec les modèles d'outils de communication actuels, là, par exemple, c'est incroyable, vous voyez, je n'ai pas besoin d'être physiquement là-bas, et on est en train de collaborer. Donc, je crois que la technologie peut aider le latéral, peut aider l'expérientiel. Je parlais des réalités virtuelles, il y a d'autres façons maintenant, effectivement, de cultiver l'empathie. Hein. C'est fascinant, je ne croyais pas à ça, mais
ce qu'on étudie maintenant, c'est que ce qu'on appelle les neurones miroirs sont activés, même quand on voit, par exemple, une image qui nous émeut, par exemple. Donc, on sait qu'il est possible d'utiliser la technologie même pour cultiver l'empathie et la compassion. Et puis, troisièmement, l'intégrale, c'est possible. Par exemple, il y a des outils de méditation pleine conscience, vous entendez parler. Il y a un entrepreneur ici qui s'appelle Bo Chao. Il a mis en place un accélérateur de conscience. Il y a des accélérateurs en France pour les startups. Ici, il veut accélérer la conscience en investissant 100 millions de dollars dans des startups dont la mission est très simple, c'est de faire avancer les consciences, carrément. Et donc, c'est à travers les technologies, on est en train de voir comment effectivement, ça peut être des outils de méditation, ça peut être d'autres outils de connaissance de soi. Donc, je crois que la technologie peut être un excellent serviteur, mais va être un piètre maître. Et c'est un peu et même si je peux me permettre d'être très direct, je ne veux pas être politique, mais quand je regarde les récents news en France, je vois aussi ça. Quand je regarde les gens qui sont en train de prendre le pouvoir, c'est vraiment une vision très technocratique, hein, c'est même, pardon, technocratique au sens technologique, hein, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il y a un danger de dérive, surtout qu'on est très cartésien, qu'on va trop dans la matière. Hein, vous savez, philosophiquement, c'est ça. Si on va tellement dans la matière que l'esprit, on va l'occulter. Donc, tout ce que j'ai parlé, l'âme, c'est pas innocemment parce que c'est vraiment, je crains, c'est qu'en France, effectivement, il y a aussi ce début de cette frénésie de dire, ben, oh là, il faut vraiment qu'on investit massivement en technologie, que ce soit l'intelligence artificielle. C'est bien, mais attention, ne pas croire que ces technologies en elles-mêmes vont contribuer, comme j'expliquais, hein, que ce soit à l'employabilité ou à l'éclosion de l'individu, ou encore moins la construction d'une économie de sagesse ou la société consciente, parce que tout ça nécessite en fait une compréhension de l'intériorité, comme on appelle. Hein. Donc, je pense que la France, c'est un peu mon souhait ou mon vœu, c'est que en fait, qu'on n'essaie pas de devenir un autre Silicon Valley. Voilà. Et je crois que la France, en fait, étant même dans la carte du monde, j'ai toujours pensé que la France est située littéralement entre l'Amérique, qui est très orientée vers le futur, vraiment la modernité, l'innovation, et puis à l'Orient, qui est beaucoup plus la sagesse, les traditions. Et je crois que si on peut effectivement, c'est aussi ça intégral, hein, si on peut intégrer ça, la France peut être vraiment un modèle pour le monde. Pour l'instant, je ne vois pas ça encore. Pour l'instant, j'ai l'impression en fait qu'il y a deux mondes parallèles, deux réalités parallèles en France. D'un côté, on va de plus en plus, avec notre brillance d'ingénieur, on va de plus en plus dans la techno. Ça, c'est un monde qui coexiste de façon incertaine avec un autre monde que je vois de plus en plus, qui est beaucoup plus, même dans le monde professionnel, qui cherche du sens. Et pour l'instant, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vois pas le sens de la technologie converger. Mais si on peut faire converger ça en France, je crois que ça peut être magnifique. J'ai encore l'espoir. Voilà, depuis 15 ans, je travaille sur un projet concernant l'éducation qui vise à intégrer parents, enseignants et enfants dans leur globalité, mais aussi dans leur individualité. Et justement, ce que vous disiez sur ça à l'instant, dans le système, grâce aux technologies, on va pouvoir arriver à ce que les technologies arrivent à comprendre comment on apprend et on comprend en tant qu'individu et à s'adapter à nous. La chose, c'est que effectivement, je voyais un danger, une dérive, comme vous dites, ou même je vais plus loin, je vais à une paupérisation. Et du coup, comment on va déterminer l'équilibre qu'on va dire le barycentre, l'équilibre parfait, le climax pour un écosystème naturel, pour dire c'est bon, on y est, on ne va pas plus loin. Avez-vous une idée là-dessus ?
crois que c'est aussi d'ailleurs le thème de mon prochain livre, enfin la prémisse de mon prochain livre, c'est qu'on a perdu l'équilibre en fait. C'est comme ça que j'ai introduit mon prochain livre, c'est qu'on a perdu un peu l'équilibre et je crois que quelque part ça revient à cette idée de devenir plus conscient, c'est qu'en fait cet équilibre, tant qu'on ne développe pas sa conscience, c'est un peu ma prémisse, c'est que il faut avoir cette forme de boussole intérieure quelque part, hein, quelque chose qui soit à l'intérieur, parce que l'équilibre, on ne va pas dire de façon extérieure, voilà l'équilibre, quoi. Et il n'y a pas d'indicateur, vous voyez, à l'extérieur qui va dire, ça y est, vous êtes en déséquilibre. Cet indicateur, il faut l'avoir en soi-même. Et c'est pour ça que tout ce que j'essaie d'écrire aujourd'hui, c'est dire comment, en fait, on arrive à développer les individus de façon eux-mêmes, ils trouvent cet juste équilibre. Parce que je crois que cet équilibre, on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas le surveiller avec des indicateurs objectifs, voilà, chercher le mot. Je me demande justement si de plus en plus d'équilibre, ça va être plutôt des indicateurs subjectifs qu'on doit développer pour savoir quand est-ce qu'effectivement on est en train de la dérive. Ça m'arrive moi-même sur le plan individuel, je vois des fois, c'est que bon, je me laisse emporter par… j'étais comme ça moi-même, hein, je veux dire, j'étais un liste dans un cabinet de prospective informatique, on peut imaginer, j'étais complètement dans la techno, je croyais dur comme du fer que la techno va changer le monde et tout. Et puis il y a eu une transformation personnelle, il y a 12 ans, j'ai changé, je me suis mis dans la voie spirituelle. Et donc aujourd'hui, j'ai ces indicateurs en moi. Vous voyez, donc, je n'ai pas besoin d'indicateurs externes pour me dire est-ce qu'à un moment donné, il y a cette dérive, attention, il faut se remettre sur la voie. Mais si on n'a pas cette forme de boussole intérieure, on va se perdre. Et donc, on va dépendre de plus en plus des indicateurs extérieurs. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si ces indicateurs extérieurs ont été développés par des gens qui n'ont pas leur propre biais, en fait. Vous voyez, et c'est pour ça que moi, je crois qu'on est en train d'aller dans un nouveau monde où, en fait, ces indicateurs-là, il faut qu'on les développe nous-mêmes. Parce qu'en fait, chacun est unique, vous voyez. Donc, il y a des personnes aussi, ça rentre dans un sujet très intéressant, c'est-à-dire que chaque personne a comment ça, on appelle ça une proclivité, ou enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais une personnalité, des capacités de tolérance très différentes vis-à-vis techno, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit beaucoup plus individualisé, ce développement des indicateurs. Mais au lieu que nous, on développe les autres indicateurs, il faut que ça soit quelque chose que les gens puissent développer eux-mêmes, peut-être avec l'aide des autres. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez, créer des indicateurs objectifs et dire que ce sera des indicateurs pour tout le monde dans l'entreprise ou voire dans la société, mais plutôt, comme vous avez dit, de façon méta, c'est aider les gens à développer leurs propres indicateurs. Et pour ça, ça nécessite effectivement une connaissance de soi. Si on ne sait pas soi-même qui on est, on ne sait pas quand est-ce qu'on dérive. Voilà. Merci beaucoup, Navi. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup.